Vous êtes surveillé, vous êtes identifié. Ces images sont filmées par les services de renseignement de la République islamique. Le but, dissuader les Iraniens d'envoyer des vidéos sur ce qui se passe à l'intérieur du pays. Les agents traquent la population jusque chez elle, fouillent les appartements, confisquent téléphones et ordinateurs. Depuis le début de la guerre, 500 personnes auraient déjà été arrêtées pour avoir diffusé des vidéos. Des images de frappes aériennes, d'un bâtiment détruit ou de slogans criés depuis les fenêtres. Cette femme se réjouit de la mort d'un dignitaire en lançant des you-you depuis son salon. Quelques jours plus tard, on la somme de s'expliquer. Ces vidéos de propagande visent à semer la terreur. Même sous les bombes, l'obsession du régime est de contrôler la population pour empêcher toute contestation. Mais les autorités ont beau menacer, couper Internet, isoler les Iraniens du reste du monde, beaucoup sont déterminés à témoigner. Ils font le choix de risquer leur vie pour quelques vidéos, tant ils sont à bout. Cette femme, nous l'appellerons Anna. Elle habite Téhéran, elle a 32 ans, et malgré la peur des représailles, elle veut nous envoyer des bribes de son quotidien. On a peur, bien sûr, mais pour tout le monde ici, ce qui compte, c'est la libération de l'Iran. À chaque bruit d'explosion, on sursaute. Même après 22 jours, on ne s'y habitue toujours pas. Les vitres qui tremblent, le sol qui vibre. Mais à chaque silence, quand les bombardements s'arrêtent, on a encore plus peur. On se dit, et si c'était fini? Et s'ils arrêtaient les frappes? Et si la République islamique avait gagné? Si elle tient à témoigner, c'est surtout parce qu'elle veut attirer l'attention sur l'histoire de l'un de ses amis, arrêté après les manifestations de janvier, comme 50 000 autres personnes. Cet ami, c'est lui, Ali, un peintre de 43 ans. Il a vécu 9 ans à Istanbul où il avait un salon de tatouage avant de rentrer en Iran il y a quelques mois pour ouvrir ce café à Téhéran. Un lieu branché dans lequel il organisait des événements artistiques. C'est ici qu'il a été arrêté le 11 janvier par 6 agents de renseignement accusés de propagande contre le régime. Devant le tribunal où elle attend désespérément des nouvelles de Ali, Anna filme en cachette, le doigt devant l'objectif, la foule angoissée dont les proches, eux aussi, ont été jetés en prison. Puis elle nous envoie ce message audio. Elle a pu lui téléphoner. Il a été transféré dans une autre prison.
بدنشون عفونت کرده، شرایط بهداشتی مناسبی ندارن، وضعیت تغذیه اصلا مناسب نیست. تمام این 66 افرازی که با این در ارتباطم همیشه یا در حال سرفه کردن بوده یا بیماری چشمی گرفته یا اکزیمای شدید گرفته. Il y a quelques jours, Anna a réussi à récupérer son journal, des pages écrites dans une cellule surpeuplée qui décrivent l'incertitude. Des heures à rester assis face au mur, les yeux bandés, sur une chaise en plastique, à répondre aux questions de l'interrogateur. Mais aussi la solidarité qui s'instaure entre des détenus qui viennent de tous les horizons. Des patrons d'usine, des commerçants, des blogueurs, des avocats et tant d'autres innocents, soudain réunis, qui se soutiennent. Ces cellules, l'ex-otage français Louis Arnaud les connaît par cœur. Lui a passé 623 jours dans les geôles iraniennes. Arrêté alors qu'il faisait un tour du monde en automne 2022, au moment du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Il vient de publier un livre intitulé « La révolution intérieure ». Au moment où j'étais arrêté, il y avait aussi eu des dizaines de milliers d'arrestations à l'époque. Il n'y avait même plus assez de place dans les cellules dans lesquelles en fait, les gens étaient déjà tellement serrés qu'en fait, il fallait dormir à tour de rôle. Ce sont des cellules sans fenêtre, avec des lumières allumées 24 heures sur 24, qui vous fouillent le corps nuit et jour, qui dissolvent toute notion de jour et de nuit. Et il n'y a rien dans cette cellule, on dort à même le sol, on vit à même le sol, on est réduit à l'état d'animal, tout est fait pour déshumaniser. Il a gardé des contacts étroits avec ceux qu'il considère désormais comme des frères, et il est inquiet. Il redoute que les bombes américaines et israéliennes ne suffisent pas à faire tomber la République islamique. J'ai peur que les gardiens de la révolution n'abandonnent pas, que même s'ils n'ont plus de missiles, plus de nucléaire, en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose pour massacrer une population. Et c'est ce qu'on a vu au mois de janvier. Et j'ai peur que ce soit un bain de sang auquel on assiste. Sur son téléphone, les dernières infos confirment ses craintes. Le jeune homme qu'on voit sur cette vidéo vient d'être exécuté. Saleh Mohammadi avait 19 ans. Il était champion national de lutte, un sportif d'élite qui rêvait de victoire. Des espoirs envolés. Son procès avec 2 autres accusés a été diffusé à la télévision après son exécution. Une mise en scène conçue comme un avertissement à ceux qui voudraient se révolter. Ces 3 jeunes sont les premiers manifestants du mois de janvier à avoir été pendus. Plus d'une centaine d'autres seraient en danger de mort selon les ONG. C'était le jour de l'enterrement du lutteur. Pour le pays, Saleh Mohammadi est devenu un symbole. Ali, le tatoueur, n'est toujours pas fixé sur son sort. Il est encore en prison. Son ami a pu lui parler et enregistrer la conversation. Si le juge a refusé sa libération sous caution, c'est notamment à cause du nom tatoué sur son bras, considéré comme une provocation par le régime. Ce nom, ce n'est pas n'importe lequel, c'est celui de Nika Shakarami, une autre icône de cette jeunesse massacrée. C'était pendant les manifestations de 2022. On la voit ici brûler son foulard et crier « Mort au dictateur ». Quelques heures plus tard, elle était tuée par des policiers à l'arrière d'un camion et son corps jeté sur un coin de trottoir. Elle avait 16 ans. Pour Ali, elle était comme sa fille. نیکا شاکرمی
تو بالاخره میدونی من اصلا یه حس پدرانه ای دارم میدوخه، یعنی همون حسی که بحثی همیشه دارم با نیکا از روز اول داشتم، اصلا یا جون جون هست یا مثلا بچه خودم از دست دادم. La mère de Nika Shakarami, nous l'avons retrouvée. Elle vit en Allemagne depuis 4 mois. Après la mort de sa fille, elle a été mise sous pression, puis emprisonnée. Mais en Iran, personne n'a oublié le nom de Nika. مادرهایی و پدرهایی رو من میدیدم خیلی زیاد توی شهر خودمون خرم‌آباد، بچه‌هاشون که دخترهاشون که همسن و سال نیکا بودن، شکل لباس پوشیدنشون مثل نیکا بود و بچه‌هاشون رو می آوردن به من معرفی میکردن و افتخار میکنیم به نیکا، به شما. خب اینها باعث آرامش من میشه. Comme tous les exilés, elle vit suspendue aux rares nouvelles qui arrivent du pays. Quand elle a découvert l'ampleur de la répression après les manifestations de janvier, près de 30 000 morts en 2 jours, elle a été dévastée. Elle aussi avait dû identifier le corps de sa fille dans cette morgue. انگار که خون نیکا دوباره ریخته شده بود و انگار که اون اتفاق دوباره برای نیکا افتاده بود و من خیلی ناراحت می شدم، خیلی. Alors, depuis son exil, cette mère s'accroche à l'espoir que sa fille n'est pas morte pour rien et se fait un devoir de relayer la voix des millions d'Iraniens qui rêvent d'être libérés de l'emprise de dirigeants qui envoient des patrouilles armées chaque nuit dans les rues. میخوان سرنوشت خودشون رو توی دست خودشون بگیرن و حتی حاضرن هزینه های بالایی پرداخت کنن برای این منظور و حتی با قیمت جانشون هم اگر شده، تکثیر شده توی خون این بچه ها. همه این هدف و این حس هستش که این آزادی خواهی، این میل به عدالت جویی هست و این منو خوشحال میکنه. Comme un écho à ces mots, cette vidéo devenue virale sur les réseaux. Une fillette qui fait de la balançoire et la fumée des bombes le symbole d'un peuple pris en otage.